Bonjour Monsieur Gandillon. Bonjour Blandine. Bonjour Monsieur Gandillon. Bonjour Florian. Nous voilà de retour donc pour l'entretien vidéo d'octobre 2007 pour la revue Militant avec son rédacteur en chef, Monsieur Gandillon. Donc le sujet du jour est un sujet d'actualité. D'où vient et où va l'Espagne? Alors commençons s'il vous plaît par un tour concis de l'histoire espagnole dans l'ordre chronologique. Alors sans remonter aux habitants de Numance, aux Celtibères et à la conquête romaine, il vaut mieux, disons, commencer à la fin de la période antique, et puis parler de la constitution de l'Espagne avec les invasions barbares. Ce qu'on appelle les invasions barbares, en fait, c'était des peuplades germaniques qui n'étaient pas si nombreuses que ça, qui après avoir traversé le Limès romain, avoir traversé le Rhin, avaient traversé la Gaule, puis étaient rentrés en Espagne. Alors ils avaient constitué différents royaumes. Vous avez notamment les Suèves dans la région de Braga, dans le nord donc, du Portugal et le sud de la Galice. Vous avez eu les Vandales qui sont passés très très rapidement dans la région. Vous avez eu après l'arrivée des Visigoths. Alors les Visigoths c'est extrêmement important parce qu'il y a eu toute une période de l'histoire qui a duré deux siècles, qui a été l'Espagne visigothique. L'Espagne visigothique débordait largement la péninsule ibérique, puisque la première capitale des Visigoths était Toulouse. Et les possessions visigothes en Gaule ont duré jusqu'à la bataille de Vouillers, lorsque Clovis a battu et tué le roi Alaric II. À ce moment-là, les possessions mérovingiennes sont arrivées en gros aux Pyrénées et la péninsule ibérique est restée sous la domination visigothique. Peu après, la domination visigothique a été combattue par la Renaissance romaine menée à l'époque de Justinien. Dans les années 540, l'Andalousie, ce qu'on appelait la Bétique, alors, a été reconquise par les Byzantins. Il a fallu attendre à peu près une cinquantaine d'années à peu près pour que les Visigoths reprennent le dessus remettre leur autorité sur l'actuelle Andalousie, la Bétique donc. Province de Bétique, on devrait pas, nous en tant qu'Européens, on ne devrait pas parler d'Andalousie, c'est un mot arabe, à l'Andalous, on devrait parler de Bétique, province de Bétique. Et un autre problème, c'est que les Visigoths, comme la plupart des peuples germaniques qui avaient envahi l'Empire romain, étaient certes chrétiens, mais convertis à l'arianisme. C'est-à-dire, l'arianisme, c'est une hérésie chrétienne, dans laquelle, au lieu d'avoir la Trinité, le Père, le Fils d'une même substance, d'une même nature et les trois personnalités différentes égales entre elles, il y avait Dieu et puis Jésus qui était en dessous. Le Fils qui n'avait pas la même position que le Père, ce qui était contraire au dogme de la Trinité. C'est vrai qu'en France, on a eu Clovis qui a donc abattu cette hérésie, et en Espagne, le problème c'est que ça leur a fait un point commun avec l'islam qui ne reconnaît pas la divinité de Jésus-Christ. Voilà. Et il a fallu attendre 589 pour que le roi Récared convertisse officiellement, instaure le catholicisme comme religion d'État en Espagne. Et effectivement, cela a pesé plus d'un siècle plus tard, lorsque, à l'occasion de problèmes de succession à l'intérieur de la dynastie régnante visigothique, les troupes berbères islamisées, dirigées par Tariq, sont passées en Afrique du Nord, en Espagne, avec des complicités locales. Et lorsqu'on creuse le sujet pour se demander mais comment se fait-il que 7000 hommes
au départ, ait pu envahir un pays aussi immense que la péninsule ibérique, arrivé en 714 à Saragosse, donc sur l'Èbre, et puis après assiéger Barcelone 1 ou 2 ans plus tard, passer en Narbonnaise, arriver à Toulouse, où le comte Eudes les a battus et repoussés, et puis après jusqu'à Poitiers. Donc, comment se fait-il qu'ils sont vite... ils ont pu conquérir aussi vite? Bien, tout simplement, maintenant, on en est à peu près sûr, du fait que l'Espagne avait été convertie au catholicisme. Il y a un certain nombre de princes visigoths continuaient à pratiquer en secret, disons, une certaine forme d'arianisme, et quand ils ont vu les musulmans arriver, ils ont pensé trouver des frères dans la foi, si l'on peut dire. Ce qui n'était pas le cas. Ce qui faisait que même, d'ailleurs, dans cette Espagne islamique, les chefs étaient visigothiques et blancs parfois. Les chefs étaient visigothiques et blancs. Et vous avez même certaines tribus visigothiques dans la région de Saragosse, qui au moment de la Reconquista, dont nous allons parler après, sont repartis avec les musulmans, se sont installés en Afrique du Nord, et c'est pour ça qu'aujourd'hui vous avez dans le Rif ou dans des régions d'Afrique du Nord des populations blondes aux yeux bleus, parce que ce sont, disons, des Germains qui ont pris des noms arabes et qui se sont installés là-bas, qui sont convertis à l'islam avec le temps. Ça on le retrouve. Et effectivement, donc ils ont envahi, mais à Covadonga, il y a le roi Pélage, c'est dans les Asturies. Il y a eu un premier coup d'arrêt qui a été donné à la conquête musulmane. À la conquête musulmane, et ça a été dans ce réduit des Asturies, donc en gros le Pays Basque aujourd'hui, enfin, au sens large, pour faire simple, a été le point de départ de la reconquête. Alors vous voyez donc dans les années 720-730, la Reconquista a été achevée seulement en 1492. Et là, ça partait d'ailleurs peut-être plus du royaume de Castille directement. Et à partir de ce royaume des Asturies, se sont développées différentes entités, notamment le royaume de Léon, qui est extrêmement important. Vous avez aussi le royaume de Navarre, qui était à cheval sur les Pyrénées, capitale Pampelune, mais aussi avec la Navarre française, enfin, ce qui est devenu la Navarre française ultérieurement. Et vous aviez aussi, à côté, à l'époque de Charlemagne, un début de reconquête à partir de l'Empire carolingien qui a constitué la marche de l'Èbre, c'est-à-dire toute la région qui allait des Pyrénées à l'Èbre était redevenue chrétienne et était sous l'autorité des Carolingiens. C'est d'ailleurs le point de départ, si on veut dire, de ce qu'allait devenir la Catalogne et puis plus tard le royaume d'Aragon. Donc il y a eu toute cette période progressive d'équilibrage entre les deux forces et avec le temps, cette reconquista. Alors il s'est passé une chose, c'est que dans le sud de l'Espagne, à la suite de l'élimination des Omeyyades, qui était la dynastie régnante dans l'empire musulman à Damas par les Abbassides, c'est une réaction, disons, comment on pourrait dire, de toutes ces personnes qui s'étaient converties à l'islam, mais qui n'étaient pas spécifiquement arabes et descendants des compagnons du prophète, et qui se sont rebellés pour arriver à avoir des droits équivalents à ceux des dynasties arabes, des Kouraïchites notamment. Et donc vous avez eu l'Empire abbasside, qui s'est installé après à Bagdad, qui était plus proche de l'Iran, qui était quand même un des centres de gravité du monde musulman, même si à terme l'Iran, avec son passé mazdéiste, a absorbé à sa manière l'islam. Donc un des petits-fils du dernier souverain omeyyade, Abdelrahman, est parti en Afrique du Nord, puis s'est installé en 758, a conquis Cordoue, Séville, et s'est installé là-bas. Et ça a été effectivement une période extrêmement importante de développement de la civilisation musulmane dans le sud de l'Espagne, avec pour capitale après Tolède, ils ont remonté. Et il a fallu une longue période, effectivement, pour que les forces chrétiennes se réorganisent et arrivent finalement à reprendre Tolède en 1095, avec occuper Valence
avec le Cid Campeador, qui est le héros de la pièce de Corneille. Et entre-temps, le monde musulman lui-même a réagi. Vous avez eu, je dirais même le monde berbère, mais enfin c'est le monde musulman, si on parle en termes de civilisation. Vous avez eu deux empires berbéro-musulmans qui ont retardé la reconquête. C'est d'abord les Almoravides, c'est-à-dire c'était des berbères qui venaient du sud du Maroc. Almoravide, ça veut dire Almorabitoun, c'est-à-dire ce sont les gens qui viennent du Ribat, c'est-à-dire des sortes de confréries monastiques musulmanes, enfin, et qui, avec leur armée, avec Mohammed ibn Tashfin, ont conquis l'Afrique du Nord, puis après l'Espagne, sont installés à Tolède. Alors ils ont duré jusqu'en 1143, puis après ils ont été remplacés par une autre vague, les Almohades, qui eux ont fait briller de nouveau la civilisation musulmane en Espagne. Il y a un de leurs grands souverains d'ailleurs, c'est Al-Mansour, qui veut dire le victorieux, qui a construit pas mal de monuments qui existent encore de nos jours, aussi bien en Afrique du Nord qu'en Espagne. Par exemple, la Giralda de Séville, qui est aujourd'hui la tour de la cathédrale, mais qui est un ancien minaret. Vous retrouvez ces sœurs jumelles au Maroc, et puis dans l'ancienne ville de Mansoura, du côté de Tlemcen, en Algérie. Donc, et l'empire almohade s'étant toujours dans des querelles de succession, de féodalité, s'étant affaibli, a été, si on peut dire, bousculé, écrasé à la bataille de Las Navas de Tolosa, à la suite d'une croisade prêchée par ce grand pape qui était Innocent III pour reconquérir l'Espagne. Alors la bataille de Las Navas de Tolosa, 1212, a été extrêmement importante, parce qu'elle a permis à la reconquête chrétienne de descendre jusqu'à Séville. Alors il y a eu le revers d'Alarcos, certes, mais dans l'ensemble, le mouvement de la reconquête était fait, et au XIIIe siècle, il ne restait plus que le royaume de Grenade. Du temps où c'était Saint Ferdinand, d'ailleurs, le roi, c'était le cousin de Saint-Louis. Le cousin de Saint-Louis, oui. Il y a eu donc cette reconquête. Et après, il ne restait plus que le royaume de Grenade, qui lui a duré jusqu'en 1492, de plus en plus d'ailleurs sous forme de vassalité du roi de Castille. Et là, il faut bien comprendre la geste de la reconquête, de la reconquista, c'est que dans l'esprit des Espagnols, des dynastes espagnols, surtout avec les rois catholiques, puisqu'on va en reparler, mais ce sont eux, Ferdinand d'Aragon, Isabelle de Castille, qui ont conquis le royaume de Grenade en 1492, il y avait l'idée de reconquérir et de rechristianiser toute l'Afrique du Nord. Parce que historiquement, l'Afrique du Nord était chrétienne. Elle a été progressivement islamisée, avec une résistance extrêmement importante d'ailleurs des Berbères. On parle toujours de la Caïna, qui a retardé la conquête de l'Algérie et puis de l'Afrique du Nord pendant 30-40 ans. C'est ça qui est amusant, c'est-à-dire qu'il y a un peu 7 siècles de reconquista finalement, et après ça part un peu dans l'autre sens où c'est l'Espagne qui va établir un empire. Quoi. Et c'est l'Espagne, à ce moment-là, qui a commencé à reprendre la reconquista en Afrique du Nord. Et c'est pour ça que... Alors, le Portugal avait commencé en prenant Ceuta. Parce que là, on parle de l'Espagne, mais il faut pas oublier quand même le Portugal, qui lui-même, à partir d'une dynastie d'origine capétienne d'ailleurs, a obtenu son indépendance dès le milieu du XIIe siècle. Dès le milieu du XIIe siècle, le Portugal était quasiment indépendant et avait chassé l'occupant musulman. Il s'est ensuite après emparé de Ceuta, qui est une des deux colonnes d'Hercule en face de Gibraltar, qui garde le littoral de Gibraltar. Et donc, les Espagnols, eux, de leur côté, ont entrepris la reconquête de l'Afrique du Nord. C'est là qu'ils sont occupés Oran, qu'ils ont pris Oran.
Oran, si vous allez à Oran, vous avez au-dessus la forteresse de Santa Cruz. Et la forteresse de Santa Cruz, c'est bien parce que c'était espagnol. Les Espagnols, en gros, Oran, on peut dire que Oran de 1515 jusqu'à 1962 a été, pour les 9/10 du temps, sous domination européenne et chrétienne. Puisqu'il y a les Espagnols, il y a eu une coupure, puis l'arrivée des Français après 1830, 1835, 1836. C'est vrai que les histoires de pieds noirs, ils ont pas mal d'origine espagnole parfois. Oui, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de colons qui sont espagnols qui sont venus s'installer dans l'Oranie, puisque c'était un peu leur pays, quoi, si on veut dire. Et d'ailleurs, vous trouvez dans la région entre Ain, Temouchen, Oran, vous avez une ville, Rio Salado. C'est pas. Oui, c'est pas. Voilà. D'ailleurs, où un des frères Barberousse, des pirates, avait été tué, je crois, si je ne me trompe pas, par des Espagnols. Donc après, on part sur un peu la conquête de l'Amérique latine, finalement. Alors, dans le même temps, donc, je termine sur cette histoire d'Afrique du Nord parce que c'est extrêmement important, parce que dans le contexte où on est aujourd'hui, de cette confrontation millénaire entre le monde chrétien et l'islam, aujourd'hui, on pense que l'Afrique du Nord, elle est normalement musulmane. Dans l'esprit des gens de l'époque, l'Afrique du Nord devait revenir à sa foi première et à la vérité première, c'est-à-dire la foi catholique, la foi chrétienne. D'où le cardinal Jiménez de Cisneros qui a mené véritablement à l'époque de Charles Quint une politique de reconquista. Alors peut-être que effectivement les forces vitales de l'Espagne étaient relativement fatiguées et il manquait d'une énergie suffisamment importante pour passer en Afrique du Nord, reconquérir et autres, d'autant plus que les populations là ont tombé sur un fond de population berbère, ce qui n'était pas le cas en Espagne, où vous aviez le fond celtibère, vous aviez des musulmans qui s'étaient installés, puis en plus toute une colonisation des colons qui sont venus notamment de Flandre pour reconquérir, pour s'installer, pour coloniser l'Espagne, qui était vide d'hommes en partie. Alors effectivement, il s'est trouvé que l'Empire espagnol s'est constitué après la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. C'est concomitant à la reconquête de Grenade, 1492. C'est arrivé en même temps. Effectivement, l'Hispanité, l'Espagne a conquis, disons, toute l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale, et a même été, à la suite des Portugais, étendre son autorité en Asie, puisque les Philippines, oui, l'archipel des Philippines porte ce nom-là en l'honneur du roi Philippe II. La première conversion au catholicisme, etc. aussi. Ouais. Voilà, et si vous allez aux Philippines, même si aujourd'hui les gens parlent anglais, toute la toponymie est castillane. Au Japon, il y a un saint samouraï dont je n'ai plus le nom, qui est dû aux Espagnols. Alors, si on veut se renseigner sur lui, il faut souvent lire des articles en espagnol pour avoir plus d'informations. Oui. Oui. C'est à ce moment-là que vous avez des gens comme Saint François Xavier qui sont partis évangéliser tout l'Orient, quoi. Oui. Oui, il y a eu l'Orient et l'Amérique latine aussi. L'Amérique latine, voilà. Donc effectivement, l'Espagne à ce moment-là, après la reconquête, l'achèvement de la reconquête, était devenue la première puissance d'Europe. Oui, on dit que jusqu'au XVIe siècle, c'était la plus... Oui, environ. On peut dire que le déclin de... Enfin, il faut toujours essayer de donner des dates, sur des processus longs, mais en gros, c'est la bataille de Rocroi, 14 mai 1643, qui a véritablement marqué le déclin de la puissance espagnole. Face à quel royaume, du coup ? C'était le roi de France. Le roi de France uniquement ? Oui. Voilà. C'est le prince de Condé qui a apporté la première victoire du règne de Louis XIV, 1643. Oui, c'est d'ailleurs là que c'est d'ailleurs plutôt la France qui est le premier pays d'Europe. Après, la France a grandi, s'est développée autrement. Voilà. Donc, alors, ça c'est extrêmement important, cette reconquête de l'Espagne, et le fait que dans ce siècle d'or, finalement l'Espagne s'est certes étendue, mais d'un autre côté est entrée dans des germes de décadence,
de déclin, puisque les propriétés se sont concentrées, la paysannerie a progressivement disparu ou a été réduite, on pourrait dire en servage, mais enfin, en gros c'est la disparition des classes moyennes. Et le fait que l'or qui arrivait en abondance n'a pas été géré comme il aurait fallu, on est arrivé avec des situations extrêmement importantes d'inflation et avec deux banqueroutes à la fin du XVIe siècle et puis en 1627. Et à partir de ce moment-là, effectivement, l'Espagne est entrée dans une période de déclin qui a duré jusqu'au régime du général Franco, jusqu'au franquisme. C'est une série de conservatisme, le dictateur aussi de Rivera, etc. Alors ce qui s'est passé donc tout le XVIIIe siècle, il y a déjà eu la guerre de succession d'Espagne dont il faut parler. Les derniers Habsbourg, le roi Charles II était physiquement quelqu'un de dégénéré. Le mot oui, c'était un être contrefait, malin, malade, et il n'avait pas la santé, le mental pour gouverner et redresser l'Espagne à cette époque-là. Donc, à sa mort, dans son testament, il donnait la couronne d'Espagne à un petit-fils de Louis XIV, qui est devenu Philippe V, et qui instaurait donc une dynastie des Bourbons sur le trône d'Espagne. Ceux qui sont encore là aujourd'hui d'ailleurs, leurs descendants. Et il y a cette fameuse guerre de succession d'Espagne qui s'est terminée par le traité d'Utrecht, où finalement les Anglais en ont profité pour conserver Gibraltar. Ensuite, vous avez tout le XVIIIe siècle où l'Espagne a continué à péricliter lentement, jusqu'au moment où vous arrivez. Alors, elle a participé, c'est ce qu'on appelle le pacte de famille, puisqu'elle était de la famille de France, la famille royale française. Elle a participé du côté français à la guerre de 7 ans, qui s'est terminée par le désastreux traité de Paris, par lequel nous on a perdu le Canada. Eux, les Espagnols ont perdu la Floride, mais ont récupéré la Louisiane, que nous leur avons cédée. Oui, c'était bon. Et les guerres de la Révolution arrivant, eh bien, vous avez eu l'épopée, la période de l'Empire de Napoléon, qui voulait à tout prix contraindre l'Espagne à accepter le blocus continental, ce qu'il a fait après d'ailleurs au Portugal. Et il a obtenu l'abdication du roi Charles IV d'Espagne, et l'a fait remplacer par son frère Napoléon, Joseph. Bon, à ce moment-là, alors il se passe une chose, c'est que vous aviez les classes dirigeantes espagnoles qui étaient plutôt favorables à l'arrivée, disons, de ce roi Bonaparte. Mais l'ensemble du peuple et les clergés étaient contre. D'où le soulèvement du 2 mai 1808, immortalisé par le tableau de Goya, vous savez, le 12 de Mayo, où on voit que les soldats français tirent à bout portant sur des paysans. Alors nous, on appelle ça la guerre d'Espagne, eux, ils appellent ça la guerre d'indépendance. Oui. Et tout ça, ça s'est soldé en 1812 par le fait que le fils de Charles IV, Ferdinand VII, a accordé à contre-cœur une constitution plus ou moins libérale, qu'il s'est empressé de supprimer en 1820, d'où une nouvelle période de soulèvement, d'où en 1823 l'intervention française à l'initiative de Chateaubriand pour rétablir le roi Ferdinand VII dans son pouvoir. Il a instauré, on pourrait dire, quasiment une dictature de 1823-1833, date de sa mort. Après, il y a un peu les mêmes influences que les autres pays d'Europe où le marxisme et la franc-maçonnerie s'implantent, etc. Là, c'était plutôt, en gros, d'un côté les idées libérales et de l'autre côté les idées conservatrices traditionnelles. Et en 1833, lorsque meurt Ferdinand VII, et là c'est extrêmement important parce que ça, on le verra tout à l'heure avec l'affaire catalane, il y a pas mal d'affaires, ça vient de là, c'est-à-dire que vous avez une opposition
entre une Espagne fidèle à ses traditions et une autre Espagne qui, elle, veut entrer dans le libéralisme, dans l'esprit maçonnique, enfin disons l'esprit des Lumières, l'esprit moderniste. Et lorsque Ferdinand VII meurt en 1833, il lègue la couronne à sa fille, Isabelle II. Isabelle Ier étant la reine catholique d'Isabelle de Castille, qui a réunifié l'Espagne avec Ferdinand d'Aragon. Et Isabelle II, donc, qui était un enfant, était en gros, servait de couverture au courant, disons, progressiste qui voulait prendre le pouvoir, qui voulait s'installer en Espagne. Mais il s'est passé une chose, c'est que c'était la première fois qu'il y avait eu une succession par les femmes. Et aussitôt, le frère du roi défunt, Carlos, a revendiqué le pouvoir. Et lui, il revendiquait le pouvoir, mais en voulant maintenir la structure, disons, hiérarchique traditionnelle de l'Espagne, qui reposait essentiellement sur les fueros, c'est-à-dire c'était un petit peu comme nous, sous l'Ancien Régime, les droits particuliers des provinces. Les droits particuliers des provinces. Qu'évidemment que le centralisme jacobin et même l'esprit libéral qui fait qu'on n'a plus que des individus et non plus des communautés, ne voulait plus reconnaître. Mais c'était pas une féodalité, vous voulez dire, mais c'était pas non plus... Non, c'était tout simplement respecter les droits des communautés constituées historiquement. Donc ces fameux fueros, en France on appelle ça les forces, fueres, qui étaient dans le comté de Foix, dans toutes ces choses-là. Enfin bon. Et ça a entraîné 3 guerres, ce qu'on appelle les guerres carlistes. La première a duré 1833 à 1839, une autre qui est repartie en 1846 à 1849, et la dernière de 1871-72 à 1873. Et là, vous avez les deux conceptions de l'Espagne. Les deux conceptions de l'Espagne, c'est-à-dire une Espagne plus ou moins fédérale, enfin fédérale, mais disons charnelle, ancrée dans ses traditions, et de l'autre côté, en gros, l'esprit qu'on a dans la Révolution française, faisons table rase du passé. Or, vous avez ces deux tendances qui se sont maintenues en Espagne et qui ont été sous-jacentes jusqu'à nos jours et qui provoquent les désastres que l'on connaît aujourd'hui en Espagne, puisque non seulement on a détruit les structures traditionnelles et communautaires de l'Espagne, mais avec la démocratie et puis l'affaiblissement du pouvoir central en Espagne, vous avez une sorte de fédéralisme qui part dans tous les sens aujourd'hui. Alors, ce que je pourrais dire, c'est que vous avez eu, donc, durant tout le 19e siècle, les Espagnols qui ont passé leur temps à se quereller sur des problèmes politiques au lieu de se développer économiquement. Oui. Vous avez eu une première république, qui, à la suite du rejet du trône de la reine Isabelle en 1872, vous avez une période de trouble. Vous avez eu un roi italien qui a été nommé sur le trône d'Espagne, Amédée. Il n'a pas duré longtemps. Vous avez eu l'instauration de la première république espagnole, puis le rétablissement de la royauté, de la monarchie, avec Alphonse XII, qui était le fils d'Isabelle. Alphonse XII était très jeune, il est mort aussi très jeune en 1885-86, auquel lui a succédé un tout jeune enfant, Alphonse XIII, qui lui a tenu le pouvoir jusqu'en 1931. Pendant ce temps-là, effectivement, l'Espagne a connu encore une humiliation supplémentaire. C'est que dans les années 1820, elle a perdu toutes ses colonies qu'elle avait en Amérique du Sud. C'est la révolution bolivarienne, qui était quand même d'inspiration, disons, des Lumières libérales maçonniques. Voilà. Et ensuite, cette Espagne qui avait quand même conservé Porto Rico, les Philippines et Cuba, les a perdus à la suite de la guerre hispano-américaine en 1898. Là, qui a été un véritable coup de tonnerre dans l'Espagne. C'était une humiliation sans nom.
pour les Espagnols, d'où le développement de cette génération intellectuelle qu'on appelle la génération de 98, avec des personnes comme Unamuno, qui ont tenté de réagir, de régénérer l'Espagne. L'Espagne, le roi Alphonse XIII avait très bien compris que l'Espagne n'était pas en mesure d'entrer dans le premier conflit mondial, même si en Espagne, alors lui il était plutôt francophile, et il y avait beaucoup de cadres de l'État espagnol qui étaient plutôt germanophiles. Mais bon, on n'est pas entré en guerre, le Portugal lui est entré en guerre, mais l'Espagne n'est pas entrée en guerre. Le Portugal a eu, je crois, d'ailleurs, 60 000 morts quand même, ce qui n'est pas rien sur nos fonds. Et la situation de l'Espagne après la guerre ne s'est pas arrangée. Économiquement, les problèmes se sont aggravés, d'où une tentative de remise en ordre du pays sous la direction du général Primo de Rivera, qui a gouverné l'Espagne de 1923 à 1929. Alors il a fait un travail considérable. Il a lancé l'électrification du pays, l'amélioration des routes, le développement d'industries qu'il n'y avait pas en Espagne. Donc la période 23-29 en Espagne est quelque chose d'extrêmement bénéfique pour l'Espagne. Mais là encore, les problèmes sociaux n'étant pas résolus, les problèmes politiques intérieurs liés à la montée en plus de mouvements communistes, de mouvements anarchistes, ont fait que Primo de Rivera, qui était malade, a quitté le pouvoir et il est venu mourir à Paris quelques temps après. L'homme fort du pays étant parti, Alphonse XIII, n'ayant apparemment pas la stature nécessaire ou les moyens de se maintenir, a abdiqué, vraiment pas abdiqué, a quitté le pouvoir sans rien dire à la suite des élections municipales d'avril 31 et aussitôt après les confréries maçonniques et modernistes ont instauré la Deuxième République. Alors, du coup, oui, le conflit perdure et je pense qu'on va pouvoir passer à la deuxième question pour traiter de ce cas qui est pré-Seconde Guerre mondiale finalement et le cas espagnol, parce que ça fait une 35 minutes pour la... Oui, c'est vrai que nous avons dit de ne pas s'éterniser sur nos sujets. Alors, effectivement, la guerre d'Espagne qui est arrivée en 1936, il faut voir que la Deuxième République a été un régime anti-espagnol, en ce sens qu'il était anti-catholique. Il voulait détruire, un petit peu comme la Révolution française, les fondements traditionnels de l'Espagne. Vous aviez celui qu'on appelait le Lénine espagnol, Largo Caballero, qui était un forcené anticlérical et anticatholique. Bon, vous avez eu, dans les années 32-36, une multiplication d'agressions contre les catholiques, contre les forces traditionnelles, qu'on appelle conservatrices du pays. Alors, je ne dis pas que ces gens-là avaient tout le temps raison. Parce que dans les traditions, vous avez des éléments à conserver et puis des personnes qui s'attachent à des traditions qui n'ont pas lieu d'être. La tradition, c'est quelque chose d'évolutif qui reste fidèle à ses origines en se modifiant tout en restant elle-même. Enfin, bon, c'est ça la tradition. Et malheureusement, tous les traditionnalistes ne comprennent pas ce genre de choses. Bon, toujours est-il que les assassinats, le désordre et une sorte de dictature rouge étant en préparation ou que l'on sentait venir, surtout à la suite des élections du Front populaire espagnol 1936-35, il fallait une réaction. La réaction, et le coup de détonateur, si on veut dire, ça a été l'assassinat du député royaliste Leopoldo Calvo Sotelo, qui a été assassiné en plein Madrid, alors que quelques jours auparavant, la fameuse passionnariat, la Dolores Ibaurri, avait dit cet homme-là a parlé pour la dernière fois. C'était pour, vous savez, c'est celle qui, après, à la tribune de l'hôtel de ville, où le ministère de l'Intérieur à Madrid disait no pasarán, c'est-à-dire ils ne passeront pas, à propos des franquistes. Bon. Alors, il a fallu, à un moment ou à un autre, il y a eu une réaction. Croyez-moi, on dit que les militaires se sont révoltés en 1936 et autres. Je pense qu'ils ont été vraiment patients, parce que 4 ans
d'exactions de la part de la Deuxième République, ça faisait beaucoup. Et de 36 à 39. Et de 36 à 39, alors vous avez la guerre civile. Bon, au début, c'était pas le général Franco qui devait la diriger, c'était le général Mola, mais il est passé que plusieurs généraux sont morts en cours de route, et c'est le général Franco qui s'est retrouvé le chef. Un grand homme, un grand militaire d'ailleurs, lorsqu'il s'est battu avec le Tercio là, en Afrique du Nord, dans le Maroc espagnol, c'était un homme qui a payé de sa personne, un très grand militaire. Il avait eu ses galons et il ne les avait pas volés. Hein. Bon. Et la guerre d'Espagne a été en gros cet incendie, ce bûcher qui a brûlé tout le bois vermoulu de l'Espagne. Lorsque vous avez un pays qui part en morceaux, en décadence un ou autre, à un moment ou un autre, eh bien, c'est comme dans une maison, si vous avez des planches vermoulues, vous avez de la vermine dans la maison, à un moment vous faites un grand feu pour tout nettoyer. Là, c'est la société espagnole qui elle-même s'est purifiée. Alors, je sais que ce que je dis, ça va en offusquer plus d'un, mais j'assume. Et effectivement, alors Franco a institué un régime nécessairement autoritaire. Que pouvait-il faire d'autre pour asseoir son pouvoir? Alors, ça a été un régime qui a été un mélange de traditionnalisme, un mélange d'esprit moderne. Toujours est-il qu'il a réussi à réunir les forces traditionnelles espagnoles au sein du Movimiento, dont l'armature, le squelette était la phalange espagnole. De José Antonio Primo de Rivera, enfin dont la personnalité... Même s'il est mort pendant cette... Même s'il a été fusillé, il a été assassiné au tout début de la guerre civile en 1936, parce qu'il avait été arrêté au printemps 1936. Il n'a pas été arrêté pendant la guerre, il avait déjà été arrêté dès le printemps 1936. Comme beaucoup de gens d'ailleurs. Faut pas se tromper. Il n'a pas été arrêté parce qu'il avait prôné la guerre civile. Non, il a été arrêté parce que effectivement, il constituait par ses idées, par sa personnalité, parce qu'il les idéaux qu'il défendait, le principal danger pour le régime. Ça, faut pas se tromper. Donc effectivement, José Antonio est une des figures marquantes de l'Espagne et en même temps de toute la pensée politique nationaliste en Europe. Oui. Voilà, ça, de bonne influence. Bon. Et effectivement, alors Franco a su sortir le pays du déclin, a su passer à travers la période difficile de la Seconde Guerre mondiale, parce qu'au début il était quand même classé dans le camp de, disons, comme on dit, fasciste. Et il a réussi à permettre à l'Espagne de rester indemne en 1945, ce qui n'était pas évident, parce qu'il y en avait qui voulaient à tout prix envahir l'Espagne. Hein, beaucoup de membres, et d'ailleurs beaucoup de réfugiés républicains espagnols ont continué la guerre d'Espagne en France en 1944-1945 pendant l'épuration. Oui, j'aurais dit même encore dans les années 60, 70, etc. Voilà. Tous ceux d'origine espagnole nous disaient que Franco c'était un fou, alors qu'en fait ils étaient tous communistes. Voilà. Ils ont profité pour communister un peu la France. Voilà. Et donc Franco a eu au moins le mérite de développer économiquement l'Espagne, de lui rétablir ses infrastructures, de former une élite de personnes pour l'industrie, enfin, former une élite intellectuelle. On dit que c'est un régime plutôt militariste et clérical à la fois. Eh bien, il était tout à fait normal que l'Espagne, étant un pays à fondement catholique, il veuille s'appuyer sur l'Église catholique. La seule chose, c'est que l'Église catholique elle-même a connu une fêlure importante avec Vatican II. Avec Vatican II. Et que Franco a suivi d'ailleurs. Oui, que Franco a suivi, mais parce qu'il était peut-être encore trop respecté, ou il ne se rendait peut-être pas compte de la situation. Oui. Franco n'a jamais été un grand intellectuel. Hein. Je veux dire, bon, c'est un militaire, c'est un homme traditionnel de la tradition espagnole. Bon, c'est ce qu'il était. Mais l'Église, un des piliers du régime, a été fracturé par Vatican II, et ce sont eux-mêmes qui ont sabordé une partie
du régime. Alors bon, Franco meurt en 75, il laisse le pouvoir à Juan Carlos, et puis Juan Carlos... là justement, je pense que c'est à ce moment-là on pourrait lancer la seconde question après avoir traité finalement ce pays d'Europe méditerranéenne qui est l'Espagne, dans son histoire profonde, ancienne. Je crois qu'on avait juste oublié le philosophe Cortés, par exemple, aussi, qui était Donoso Cortés. Donoso Cortés, oui, parce qu'il y a le conquistador Cortés aussi. Et oui, à une époque où j'avais entendu cette réflexion intéressante d'un livre dont je vous parlerai d'ailleurs, dire que la philosophie espagnole n'est pas non moins méritante que les autres, par contre elle a été écartée. Parce qu'ils étaient encore catholiques plus longtemps que les autres. Plus longtemps que les autres, Les protestants, et plus tard les francs-maçons, etc., ont isolé ce pays de toute la philosophie européenne. Oui. Et il ne restait plus que l'Allemagne et la France, donc il y a eu aussi ces grands hommes. Bon, après, ça dépend des idées aussi. Mais... Il est vrai que l'Espagne est restée beaucoup plus longtemps que d'autres États d'Europe, fidèles au catholicisme traditionnel et puis aux fondamentaux de notre civilisation. Ceci expliquant cela. Du coup, et d'où l'isolement. D'où l'isolement. On va lancer du coup la seconde question. Qu'en est-il aujourd'hui de l'héritage nationaliste, qu'il soit franquiste ou phalangiste ? Bien, il faut dire que, se rendre à l'évidence, il n'en reste pas grand-chose. Il n'en reste pas grand-chose. Vous avez commencé avec Juan Carlos, du coup ? J'ai commencé avec Juan Carlos, oui. Juan Carlos, on peut dire, avait prêté serment pour respecter les principes du mouvement, et finalement, il a tout abandonné en cours de route. Il a trahi. Bon. Alors, il y a même eu le coup d'État de Terrero, qui voulait rétablir un pouvoir, disons, traditionnel en Espagne. Le roi n'a pas suivi. Certains disent que le roi n'était pas défavorable, mais que, étant donné que l'Allemagne, la France et autres menaçaient de couper les ponts avec l'Espagne, il s'était rendu, disons, à combattre le coup d'État. Bon, ça l'histoire nous l'apprendra plus tard, mais néanmoins, l'Espagne à ce moment-là est devenue un État démocratique comme le reste de l'Europe, c'est-à-dire autrement dit un État qui adoptait les droits de l'homme, qui adoptait la philosophie des Lumières, en gros comme magistère. Et ce qui est assez étonnant, c'est que très vite, toute l'armature intellectuelle, philosophique que le franquisme avait tenté de mettre en place s'est diluée comme très vite. Très vite. Aujourd'hui, les véritables phalangistes, ils sont je vais dire 2-3%, c'est bien tout. C'est bien tout. Vous regardez l'évolution de la société espagnole aujourd'hui, à quelques différences près à la France, qui a été gangrénée beaucoup plus tôt. La participation à la messe a largement disparu. La déliquescence des mœurs est la même. Enfin, en gros, l'Espagne s'est normalisée dans le monde occidental, si on veut dire, dans le marigot occidental. Oui, vous avez écrit, j'avais relevé la citation, il est à noter d'ailleurs que la rapidité avec laquelle la société espagnole s'adapta aux mœurs subversives régnant en Europe et en Occident montre qu'il est difficile pour un pays membre d'une ère de civilisation d'échapper au mouvement général qui l'anime, en bien comme en mal. Donc oui. ça illustre bien ce que vous venez de dire. Et c'est la période qui est la Movida en fait. La Movida, alors là... pas mai 68... la Movida, en gros, c'est vouloir profiter, jouir de la vie, après des périodes, disons, où on avait demandé aux gens de faire un effort important, de travailler, en gros. Oui. C'est... de l'esprit de sacrifice à l'esprit de jouissance. À l'esprit de jouissance, oui. Par le libéralisme. Voilà, on en est arrivé là. Et bon, c'est à l'époque du gouvernement socialiste de Felipe González. Et comme partout ailleurs en Espagne, comme partout ailleurs en Europe ou ailleurs, que ce soit la droite libérale régimiste ou que ce soit la gauche socialiste ou ultra-socialiste ou autre, quand ça change de pouvoir, à
part quelques mesures cosmétiques, il n'arrête pas la destruction de l'ordre social et de la morale. Donc 40 ans de travail mis à la poubelle. Que vous ayez, d'ailleurs, on voit bien la succession. Alors effectivement, bon, après Adolfo Suárez, vous avez eu Felipe González, le socialiste qui est resté au pouvoir. Bon, après vous avez eu Aznar, qui est, disons, en gros, on pourrait dire l'UMP de chez nous, quoi, à peu près. Bon, il a peut-être ralenti certaines choses, mais l'Espagne a continué à couler. Lorsque vous avez eu les attentats de Madrid, bon, alors là, c'est encore une fois de plus, ce qui montre le peu de crédit qu'on doit accorder aux élections. Quelques jours avant que se tiennent les élections législatives en Espagne, je crois que c'est en 2008, vous avez un attentat à Madrid. Le parti au pouvoir, disons, de centre-droit, qui était donné gagnant, perd les élections, et ce sont les socialistes qui arrivent au pouvoir, avec José Luis Zapatero, qui lui était plutôt de la partie gauche du Parti socialiste, qui a accéléré la dégradation de la situation morale espagnole. On dit souvent que la droite officielle, elle est conservateur, elle conserve la gauche aussi. Elle conserve la gauche, oui, mais... La gauche ne fait que pousser, et l'autre... Voilà, bon. Alors, après, bon, maintenant vous avez le gouvernement de... Après, ça c'est surtout pour l'actualité d'ailleurs. Pour terminer l'actualité, l'héritage franquiste, oui, bon, après on a remarqué, c'est qu'il y a eu Blas Piñar, après, le dernier représentant, un peu, qui est un peu un équivalent de Jean-Marie Le Pen, qui défendait cet héritage démocratiquement. Oui, bien sûr, mais Blas Piñar, qui était très proche de nous, qui était un ami de notre famille de pensée, effectivement, j'ai retrouvé marginalisé. Il représentait l'Espagne, mais en termes de voix, il ne représentait plus grand-chose. Ah oui. Voilà. Et aujourd'hui, la phalange, alors là encore, le mouvement phalangiste s'est divisé en plusieurs branches, ce qui est dommageable, mais la phalange aujourd'hui représente relativement peu de monde. C'est plus celle de l'époque, oui. Non. Qui avait donné des membres d'ailleurs pour une partie de la division à l'Est. Oui, la division Azul. Oui, tout à fait, Azul. Du coup, on lance la troisième question et vous allez pouvoir plus développer en effet ce que vous commencez. Donc, qu'en est-il de l'actualité récente d'Espagne ? L'actualité récente de l'Espagne, c'est le problème de l'indépendantisme catalan. Alors, effectivement, l'indépendantisme, notre première réaction, si on veut dire, effectivement, c'est de dire que le gouvernement de Catalogne, le gouvernement autonomiste ou indépendantiste qui s'est installé en place à Barcelone, bon, a fait un véritable coup d'État. Parce que il a décidé d'organiser un référendum illégal, mais en plus ce référendum lui-même est une mascarade de référendum, dans la mesure où seulement 42% de Catalans se sont déplacés, et si vous avez 90% de gens qui sont déplacés pour approuver l'indépendance de la Catalogne, avec 42% d'abstention et 10% de gens qui ont voté non, bon, vous rendez compte que l'indépendance n'est pas soutenue par l'ensemble des habitants de Catalogne. Ah oui, les habitants eux-mêmes. D'ailleurs, vous avez eu une semaine après une grande manifestation à Barcelone qui a montré que il y avait un très puissant courant d'habitants de Catalogne qui refusaient l'indépendance de la Catalogne. Et alors aujourd'hui, il faut bien voir que ce mouvement d'indépendance est aussi soutenu par des gens comme Soros, parce que c'est l'idée de détruire les États-nations. On se rappelle toujours de la phrase d'Edmond de Rothschild disant en 71, le verrou qui doit sauter, c'est la nation. Mais nous sommes dans ce cas de figure, il importe en quelque sorte de détruire les États-nations pour les affaiblir et pour arriver à constituer une sorte de magma étatique à travers le continent européen qui permettra d'en faire à peu près ce que l'on veut. On revient un peu en arrière d'ailleurs, ça rappelle un peu la féodalité. Voilà. Et vous avez dans
l'équipe qui tient le gouvernement, le pouvoir à Barcelone, des gens gauchistes ou d'extrême gauche, qui sont de véritables traîtres même à la Catalogne, dans la mesure, vous avez même la mairesse de Barcelone, qui est un des vecteurs de l'islamisation de la Catalogne. Comme en France, les gens identitaires régionaux sont très souvent progressistes. Voilà. Étonnant. Donc, alors, là encore, on nous parle de nationalistes. Non, ce ne sont pas des nationalistes. Ce sont des gens subversifs. Ce sont des gens subversifs qui ne sont pas là pour défendre l'identité, mais pour accélérer le pourrissement du pays ou de la communauté dont ils se revendiquent être les chefs, plutôt qu'autre chose. Au nom du particularisme bien local, voilà. On va dire. Oui. Alors, pour en revenir, maintenant, doit-il y avoir un particularisme catalan ou pas? Est-il légitime ou pas? Oui. Alors, l'Espagne est un pays qui s'est constitué à travers le temps par l'union de différents royaumes. Vous avez eu le royaume des Asturies, puis après le royaume qui s'est constitué avec le royaume de Léon, qui lui-même s'est fondu avec le royaume de Castille. Vous avez le royaume de Navarre, et à côté vous aviez le royaume d'Aragon. Oui. Le royaume d'Aragon, qui est côté méditerranéen, qui contient les Baléares, enfin qui est en même temps les Baléares, le royaume de Valence, et une partie de lui, la Catalogne, même si c'en était le cœur. Alors effectivement, l'Espagne s'est unifiée sous les rois catholiques, Isabelle de Castille et Ferdinand d'Aragon, mais c'était une union personnelle. Et le véritable premier souverain de l'Espagne, c'était leur petit-fils, c'était Charles Quint. Mais les particularismes espagnols, les identités spécifiques de l'Espagne ont continué. La première tentative de centralisation date du duc d'Olivares, ministre de Philippe III, dans les années 1620-1640, qui d'ailleurs avait provoqué des révoltes importantes parce qu'il avait assorti sa politique centraliste d'une augmentation de la fiscalité. Ensuite, le roi d'Espagne ne s'appelait pas roi d'Espagne, il s'appelait roi des Espagnes, parce qu'on avait bien conscience que l'Espagne était constituée d'une multitude de régions. De même que, bon, en Russie, on ne parlait pas de l'empereur de Russie, mais de l'empereur de toutes les Russies. Je fais un aparté, mais bon, vous avez la petite Russie qui est l'Ukraine, vous avez la grande Russie qui est la Moscovie, vous avez d'autres régions de... Mais c'est un ensemble de pays qui se reconnaît dans une même culture et un même mouvement d'histoire, de civilisation. Alors qu'en France, on disait rapidement roi de France, finalement, plus facilement. Oui, parce que nous, c'est autre chose. On a rattaché auprès de la couronne de France des territoires, des comtés, sous forme de pareillage, c'est-à-dire le roi de France était à la fois souverain avec l'évêque du lieu, enfin des choses de genre. Ça s'est fait comme ça progressivement avec le temps ou par héritage. Par héritage. Par exemple, vous avez l'Aquitaine qui est venu aux mains de la France, enfin le comté de Toulouse plus exactement, qui est entré dans le royaume de France, parce que Alphonse de Poitiers, qui était le frère de Saint-Louis, avait épousé l'héritière des comtes de Toulouse. Donc là, c'est autre chose, c'est un processus d'unification qui s'est fait autour de la figure attractive du roi installé à Paris. En gros, on pourrait presque dire que l'Île-de-France, c'est la Prusse de la France, si on peut dire. Et tandis qu'en Espagne, non, c'est autre chose. Ce sont différentes unions de familles dynastiques qui se sont faites. La seule partie de la péninsule ibérique qui a refusé cette union, c'est le Portugal. Oui, c'est le Portugal. Ça fait un pays à part. Voilà, à l'époque de Philippe II, il y a bien eu une période d'unification, mais qui n'a pas duré. Dans les années 1640, le Portugal avait repris son indépendance. Donc il faut bien voir, l'Espagne est un pays qui s'est constitué par des sortes d'unions dynastiques et autres. Et le premier roi qui se fait appeler roi d'Espagne, c'est Ferdinand VII, après les guerres napoléoniennes. Ouais, et là, on en revient à ce dont je parlais tout à l'heure, les fameuses guerres carlistes, qui opposent ce mouvement, disons, centralisateur, libéral, né des Lumières, où on parle d'individus et non pas de communauté,
et le mouvement traditionnel. Et effectivement, alors les carlistes sont tous sauf communistes, puisque dans les années 30, lorsque sous la pression des mouvements disons autonomistes qu'il y avait en Espagne, que ce soit aux Pays-Bas, que ce soit en Galice et que ce soit en Catalogne, les carlistes, au lieu de les soutenir, se sont rangés dans le camp nationaliste. Et Requetés, qui étaient les troupes carlistes, ont été des éléments importants de l'armée nationaliste. Pour une légère analogie, c'est un peu les légitimistes français, quoi. Voilà. Et d'ailleurs, lorsque l'insurrection de juillet 36 a été lancée, elle a été lancée en partie dans les régions, en gros, tenues par les carlistes. Bon. Et alors, effectivement, les autonomistes et autres en Espagne ont toujours été des gens de gauche, ont toujours été des marxistes, voire des anarchistes. Lorsqu'a été créée la Generalitat en 1932-33 en Espagne, ce ne sont pas, disons, des autonomistes catalans traditionnels qui sont arrivés au pouvoir, mais ce sont des gauchistes. Ce sont des gauchistes. Luis Companys, qui a été le chef de la Généralité, n'était pas précisément un homme de droite. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc, les autonomies en Espagne, comme on disait d'ailleurs dans les autres régions, sont quasiment toujours des gens qui se disent identitaires, patriotes, mais qui en réalité sont des gens qui détruisent ces identités. De même qu'aujourd'hui, les soi-disant nationalistes corses, quand vous regardez leur politique, à part par les Corses, ils font tout pour laisser la Corse s'envahir. Oui. On retrouve l'assimilation. Voilà. C'est vrai qu'ils se séparent d'un État jacobin pour mener une politique en fait très ressemblante. Et c'est pour cette raison sûrement que Franco a supprimé les autonomies régionales et les a empêchés de renaître parce qu'il savait très bien ce qui allait arriver. Que ce n'étaient pas d'authentiques patriotes ou, qu'on pourrait dire, même pas identitaires catalans ou basques qui prendraient le pouvoir, mais ce serait surtout du marxisme en fait. Du marxisme. D'ailleurs, les véritables identitaires catalans, il y en a eu. C'était par exemple Balaguer, qui était un grand ami de Frédéric Mistral. Oui, ça c'est le milieu. Et voilà. Alors, la Catalogne, effectivement, a sa propre identité culturelle et linguistique. Contrairement à d'autres régions qui ont leur parler locaux ou autres, des patois, le catalan est une langue qui est dérivée du provençal et qui s'est constituée réellement à partir du, disons, 11e, 12e siècle, où on commence à avoir des textes propres en catalan. Le premier grand écrivain catalan est le théologien Raymond Lull, 13e siècle. Vous avez là une succession de textes écrits en catalan, où la langue catalane se constitue elle-même indépendamment du castillan. Donc, quand on parle d'espagnol, c'est le castillan. Le français c'est angevin et l'Italie florentin. Florentin, oui. De là que parlent les langues. Voilà. Enfin, qui sont les matrices d'unification des parlers. Alors, le castillan est une langue qui a été constituée beaucoup plus vite que le français en tant que tel, puisque même, c'est à l'époque de Charles Quint, vous avez la grammaire de Nebrija dans les années 1560-70, qui est encore valable de nos jours. On n'avait pas ça en France, il a fallu attendre le dictionnaire de Furtière, enfin le début du 18e, enfin 17e, début 18e. Cela dit, il y a une identité catalane, quoique encore vous avez 21 parlers différents au sein de la Catalogne. Il a fallu attendre le début du XXe siècle pour qu'on unifie le catalan, pour en faire une langue. D'ailleurs, vous avez, c'est comme toutes les langues, quand on dit parler breton, mais quel breton? Vous avez au moins 5 bretons, vous avez le trégorois, vous avez le léon, vous avez le vantais, vous avez le cornique, enfin vous avez tout ce qui est, enfin le dialecte de... Voilà. On dit entre deux villages, il suffit qu'il y ait une rivière et là le patois il diverge déjà. Quoi. Il diverge déjà, oui, bien sûr, vous avez la même chose aussi, même avec les parlers alsaciens. Hein. Oui. Aux frontières, c'est encore plus marqué. C'est encore plus marqué qu'ailleurs. Hein.
Alors donc il y a mais les véritables, disons, identitaires catalans, aujourd'hui on ne les voit pas. On ne les voit pas. Alors effectivement, l'Espagne, étant donné qu'elle a été constituée, disons, je ne dirais pas d'une manière fédérale, mais par une union de différents royaumes, bon, effectivement, conserve une nécessité de reconnaître disons, je dirais pas des particularismes locaux, régionaux, mais des provinces, des entités identitaires provinciales. Il est vrai que la Catalogne a tout à fait son identité. Mais de là à avoir aujourd'hui, lorsqu'on a rétabli la Generalitat en 78-79, j'ai plus la date précise, bien, aussitôt vous avez eu des socialistes qui sont arrivés à la tête. Le fameux Jordi Pujol était un socialiste, et comme en toute démocratie, vous avez aussitôt la corruption et les histoires un peu malsaines qui arrivent. D'ailleurs, il a quitté le pouvoir parce qu'il avait Il manquait à la morale. Oui, et puis il avait des casseroles tintinabulantes à son postérieur. Voilà, donc vous avez toutes ces choses-là. Et à cette époque-là, ils ont voulu quasiment éjecter de l'enseignement le castillan pour imposer la langue catalane. Alors que je respecte parfaitement le catalan, mais le catalan est parlé par 10 millions de personnes, le castillan par 400 millions. Oui. Donc, et la littérature espagnole, enfin castillane, est quand même beaucoup plus riche, beaucoup plus développée que la littérature catalane, même si vous avez des ouvrages de très grande valeur. Voilà. Alors, ce qui se passe, c'est que le roi, pour se maintenir au pouvoir, Juan Carlos, eh bien, il a accordé, il a laissé des autonomies se développer un peu partout. Alors, il y avait le Pays Basque, dont on ne parle pas aujourd'hui, mais le Pays Basque, qui a aussi sa propre identité, sa propre langue, qui n'a rien à voir ni avec le castillan, ni avec une langue romane. Vous avez aussi la région de Galice, qui a aussi son particularisme, c'est un petit peu la Bretagne de l'Espagne, autant dans les paysages que dans la culture et le folklore, si on peut dire. D'ailleurs, quand vous avez le Festival de l'Orient, vous avez des musiciens et des groupes folkloriques et celtiques galiciens qui viennent. Bon. Oui, c'est que les autres séparatismes peuvent suivre maintenant. Alors voilà, mais si vous avez un roi qui gouverne, vous pouvez autoriser des autonomismes régionaux, mais en maintenant un esprit, disons, de communautaire, un esprit organique, un système de loi organique dans un pays. À partir du moment où vous avez la société qui est fondée sur la nation est constituée d'une multitude de petits points d'individualité face à l'État, face au pouvoir. Et bien à ce moment-là, vous n'avez plus le principe, disons, de vie propre à la nation qui est reconnu et qui est maintenu, mais vous avez une dilution totale de la société qui se recompose autour des attractions politiques, des chefs de bande politiques, si l'on peut dire, et c'est ce qui se passe un petit peu partout. Aujourd'hui, vous avez l'Andalousie qui revendiquerait bientôt son indépendance. Vous avez après le pays de Valence. Le seul pays qui ne peut pas revendiquer son indépendance, en gros, c'est la Castille elle-même, la vieille et la neuve. Elle est trop espagnole. Elle est trop espagnole, elle ne peut pas. Voilà, donc aujourd'hui, le problème de l'Espagne vient du fait que l'Espagne n'est pas un pays organique, fondé sur l'organicité de la nation, chose que le général Franco avait voulu mettre en place. Le système des Cortés franquistes, c'était ça, c'était un système de structure organique de la nation. Mais effectivement, là encore, vous disiez tout à l'heure qu'on ne peut pas vivre en dehors de son époque. Effectivement, c'était en total décalé après la Seconde Guerre mondiale avec ce qui se passait dans le reste de l'Europe. Si l'Espagne avait été la première puissance d'Europe, elle aurait encore pu rayonner et imposer son système, mais ce n'était pas le cas.
l'Espagne était une petite puissance économique et politique. Elle est devenue secondaire par la suite. Elle était devenue secondaire. Donc elle était, par un certain côté, elle était engagée dans un processus de suivisme. Bon, et aujourd'hui, eh bien, d'ailleurs, sur quoi s'est joué les autonomismes? Non pas sur l'identité, mais sur des problèmes de fiscalité. Pourquoi a-t-on réussi à calmer les Basques? Et parce qu'on leur a donné l'autonomie fiscale. Pourquoi n'a-t-on pas réussi à calmer les Catalans? Parce que le gouvernement leur a refusé l'autonomie fiscale qui avait été accordée aux Basques. Alors, ou bien on n'accorde rien, ni aux uns ni aux autres, ou on accorde la même chose à tout le monde. Donc le problème aujourd'hui, il est là. Alors que va devenir l'Espagne? Bon, alors effectivement, l'indépendantisme de la Catalogne, à mon avis, ça n'a pas lieu. Ça n'a pas lieu d'être, puisque finalement, c'est diviser l'Espagne, c'est détruire l'Espagne, et nous, en tant que nationalistes, nous devons rester fidèles à l'histoire espagnole, qui est celle de l'unification à travers l'histoire des différentes composantes des Espagnes. Mais nous devons aussi dire que la solution passe par une organisation, un système organique de l'Espagne, que le fait d'avoir un roi devrait permettre, mais à condition que ce soit un roi qui gouverne, et non pas, disons, une potiche. Oui, c'est ça. Voilà. Alors, je sais que le roi est intervenu l'autre jour pour dire qu'il ne fallait pas démembrer l'Espagne. C'est quand même la moindre des choses. C'est quand même la moindre des choses. Ou alors, à moins que maintenant, il aille se faire couronner. Mais il ne peut même pas se faire couronner, puisqu'il est comme le roi des Belges. Il prête serment. Bientôt, il ne va plus être roi d'Espagne. Il va être roi des Espagnols, comme le roi Louis-Philippe était roi des Français, non plus roi de France. Hein? Donc, alors que va-t-il se passer? Moi, à mon avis, on va trouver une solution pour maintenir, disons, une unité, un semblant d'unité espagnole, en accordant peut-être l'autonomie fiscale à la Catalogne. Peut-être une nation à part, on va dire, en interne. À mon avis. D'autant plus que pour l'instant, l'Union européenne ne soutient pas l'indépendance de la Catalogne. Parce que beaucoup parlent d'euro-région et on ne sait pas si les plans sont vraiment... Justement, pour le moment, à mon avis, ils n'ont pas encore arrêté véritablement... ils n'ont pas choisi... Disons, le magistère mondialiste qui tient l'Europe bruxelloise, enfin, à tort parler, l'Europe, parce que c'est l'Union européenne, c'est pas l'Europe. C'est une structure. C'est une structure d'anti-Europe. Mais bon, ils n'ont pas vraiment décidé, mais il est vrai que... Même s'il y a la couronne de la Sainte Vierge dessus, voilà. C'est les démocrates chrétiens. C'est les démocrates, des démocrates chrétiens qui sont atteints par la gnose maçonnique, la gnose kabbaliste et toutes ces choses-là. Mais il faut dire les choses. Il faut dire les choses comme elles sont. Vous avez le ver dans le fruit. Le ver dans le fruit, il est arrivé avec le protestantisme. Luther était infesté de kabbalisme, avec Erasme et tous ces gens-là. Mais il faut dire les choses comme elles sont. Et puis progressivement, ça a cheminé à travers les âges. Hein, pour nous amener avec le siècle des Lumières et puis le siècle des ténèbres dans lequel on est aujourd'hui. Oui, c'est le point commun entre protestantisme et... Voilà. Non, mais il faut être clair, il faut dire les choses. Mais effectivement, si la Catalogne obtenait son indépendance, ou quelque chose comme ça, je pense que vous auriez la région de Perpignan, l'ancien royaume de Majorque, qui se rappellerait au bon souvenir de l'État français. Oui, ça va réveiller les instincts des autres régions dans toute l'Europe. Ça va réveiller. Alors, veulent-ils tout faire exploser, ou alors pensent-ils que pour le moment, on n'en est pas encore dans la situation? C'est autre chose. Nous devons maintenir une ligne ferme. L'Europe est constituée autour d'États-nations. La France est constituée autour de l'État capétien, qui aujourd'hui est continué par leur République, mais qui à mon avis, mais qui n'a pas vocation à durer. Il faut rétablir un État français et non pas une République de France. Aujourd'hui, vous entendez le territoire de la République. Vous entendez tous nos politiciens, ils parlent de territoire de la République. Non, c'est le territoire de la France, c'est pas le territoire de la République. La République, moi, je connais pas. Hein, ça n'existe pas, ça. Hein. C'est le territoire de la subversion, peut-être, mais c'est pas le territoire de France. Bon. Donc vous avez ces problèmes-là. Et il y a une chose extrêmement importante
que je voudrais ajouter, lorsque je dis que ce ne sont pas des questions, disons, de culture, de défense d'identité qui sont en cause, j'ai dit que ceux qui sont à la tête de la Catalogne aujourd'hui la laissent aussi islamiser, je dirais même consciencieusement, eh bien, regardez, les problèmes ne sont pas des problèmes de défense d'identité, c'est des problèmes de petits politiciens locaux, de petits potentats locaux, qui veulent amasser le pouvoir de la fiscalité, gérer leur fiscalité, de leurs propres intérêts à eux, et non pas autre chose. Et ce qui est important, c'est le propre de notre époque. C'est que la spiritualité a disparu. Le sens de l'honneur, le sens de l'histoire, de la grandeur a disparu. Tout ce qui compte, on ramène tout à l'économique. On ramène tout au matérialisme et à l'économie. Parce que ceux qui vous disent « mais la Catalogne ne peut pas prendre son indépendance ». Pour quelle raison? Mais pour des raisons économiques. Parce qu'il pourrait très bien dire « mais la Catalogne a une identité, une histoire, un passé, elle peut très bien vivre elle-même ». On vous dit « non, non, non ». Mais économiquement, qu'est-ce que ça va devenir? C'est pas viable, c'est ceci, c'est cela. Bien, si vous aviez véritablement affaire à des véritables nationalistes, eh bien, ils vous diraient ben, l'économie, on va s'y adapter, on va s'en sortir. On va s'en sortir. Hein, la Catalogne, 8-10 millions d'habitants, après tout, la Belgique est vit toute seule. Même si la Belgique n'est pas un État-nation, c'est autre chose. Vous avez les deux nations, les Wallons et puis surtout les Flamands. Mais si vous prenez même le Danemark ou d'autres pays, bah, ils sont parfaitement viables, même avec 10 millions d'habitants. Hein, je veux dire, donc il faut bien voir qu'aujourd'hui ce sont des problèmes de sous, des problèmes matérialistes, des problèmes d'argent et autres, enfin des problèmes d'intérêt personnel qui enveniment les choses plutôt que des problèmes élevés liés à la spiritualité, à la défense d'une identité, à la défense de la terre de nos pères. On pourrait très bien trouver des Catalans, je défends la terre de mes pères, comme faisait d'ailleurs Balaguer, là, le commensal de Mistral. Bon. Donc voilà, donc il faut bien resituer les choses. Et le problème qui se passe aujourd'hui en Catalogne est le même que celui qui s'est passé en Écosse. Vous avez la même chose en Écosse. Pourquoi l'Écosse veut se séparer de l'Angleterre? Parce qu'elle pense qu'en étant indépendante, elle pourra récupérer de l'argent. Oui, mais il ne faut pas aller voir plus loin que ça. Oui. Mais il faut pas aller voir plus loin. Ce sont de petits potentats locaux qui, en même temps, qui veulent agrandir leur pouvoir et qui, dans le même temps, sont ou les complices ou les idiots utiles des mondialistes qui veulent détruire nos nations et achever de détruire notre culture. Après avoir traité donc du séparatisme, et d'ailleurs je vous avais coupé, alors je peux peut-être vous relancer sur Maurice Rajoy, qui voulait réhabiliter les Maranes, c'était ça la question. Alors, Mariano Rajoy, oui. Alors, c'est ça. Là encore, Mariano, oui. Oui, là encore, le gouvernement espagnol, enfin disons, le gouvernement madrilène, il devrait finalement pas si mal s'entendre que ça avec les Catalans, puisque les uns et les autres sont des vecteurs du pourrissement de l'Espagne. Lorsque vous avez la statue du conquérant Abderrahmane qui trône à Malaga face à la mer, alors que quand même vous avez des générations entières qui se sont battues pour rendre l'Espagne à la chrétienté, c'est une insulte à l'histoire espagnole. Lorsque aujourd'hui on veut rendre aux Maranes, c'est-à-dire donc aux Juifs vivant en Espagne qui s'étaient convertis, disons, de façade et qui avaient été expulsés parce qu'ils ne jouaient pas le jeu de l'Espagne, eh bien, ça fait partie de la trahison de toute l'histoire espagnole. Alors, c'est pas faire de l'antisémitisme que de dire ça, mais dans notre monde chrétien, dans notre monde catholique, il n'y a pas de place pour la hiérarchisation des communautés. Ou un pays est entièrement chrétien, ou alors il ne l'est pas. Il n'y a pas, comme dans l'islam, en disant moi, les musulmans sont au sommet et puis on admet les autres à condition qu'ils payent un impôt. Non, le catholicisme, le christianisme a trop de respect pour l'homme pour dire qu'il y a des différences de niveau des citoyens de seconde zone. Donc, l'Espagne voulait, les rois catholiques, dans la doctrine traditionnelle,
disait, ces gens-là, on veut bien les garder à une condition, c'est qu'ils deviennent de vrais catholiques et qu'ils jouent le jeu. Alors vous avez un certain nombre de juifs qui se sont convertis et qui ont joué le jeu. Par exemple, des grands inquisiteurs, Sainte Thérèse d'Avila était en partie d'origine juive. Mais ils se sont devenus chrétiens, ils sont devenus catholiques. C'est pas une question de race, de gène ou autre. C'est simplement de reconnaître que la nouvelle alliance, c'est du Christ. On le disait de Torquemada. On disait de Torquemada, oui. Vous en avez un certain nombre comme ça. Donc, c'est tout. Ils quittent l'ancienne alliance et ils rejoignent la nouvelle alliance, celle de Jésus, scellée par sa mort sur la croix et par sa résurrection. Mais il s'est passé que ces maranes, bien souvent, en grande partie d'ailleurs, étaient convertis catholiques de façade, mais continuaient à pratiquer le judaïsme en secret. Vous avez eu d'ailleurs autant pour les musulmans. Les Moudéjars, c'est pareil, eux ils se sont convertis de façade et puis ils restaient musulmans. Donc il y avait un désordre dans la société espagnole et les souverains d'Espagne, les rois espagnols ont tiré la conclusion, vous ne voulez pas jouer le jeu, vous partez. D'où cette expulsion de gens. Alors ils se disent espagnols maintenant, ils revendiquent l'Espagne. Mais si le gouvernement espagnol était fidèle à ses traditions, il dirait, bon, les actes d'expulsion des rois catholiques, puis après de Philippe III pour les musulmans, les Moudéjars, eh bien c'est terminé. On montre bien que vous n'êtes pas légitime. Vous n'êtes pas légitime, et voilà. Donc, à partir du moment où vous voulez redonner des droits à telle et telle personne qui sont partis ou qu'on avait expulsés il y a 5 siècles, eh bien, vous trahissez toute une tradition d'histoire et vous mettez en cause même la cohésion, la même de l'Espagne. Mais ce qui n'est pas surprenant, puisque ces gens-là eux-mêmes ont trahi l'Espagne, trahissent l'histoire de l'Espagne, trahissent l'histoire de la civilisation européenne, tout simplement parce que finalement, au fond d'eux-mêmes, ils ne sont plus chrétiens. Ils sont liés aux loges maçonniques, ils sont liés à toute la gnose des Lumières et à tout l'esprit mondialiste. Donc il y a une cohérence chez eux, mais nous devons être clairs, nous devons dire que ces gens-là sont les ennemis de notre civilisation. En France, les gouvernants sont les ennemis de la civilisation française. En Espagne, les gouvernants actuels sont les ennemis de la civilisation espagnole. Il faut dire les choses. Et alors pour parler aussi un peu de phénomènes société, finalement les problèmes qui touchent l'Espagne sont les mêmes que les pays partenaires de l'UE, entre le chômage, l'immigration et l'éclatement de bulles financières, etc. Alors effectivement, l'Espagne ayant intégré le monde occidental et la financiarisation mondiale, connaît à peu près les mêmes problèmes. Alors avec ce handicap, ou ces handicaps, que l'Espagne a été un pays d'industrialisation tardive, puisque le développement économique de l'Espagne, c'est la période des années 50-70 avec le général Franco. Et en plus, l'Espagne a construit, son développement économique, sa prospérité, la movida, dans les années 90, sur l'immobilier, sur une bulle immobilière, ce qui est très malsain, premièrement, parce que l'immobilier n'est pas nécessairement une activité productive, créatrice de richesse matérielle. Si, vous construisez des immeubles, vous les vendez à l'étranger, mais ce qui fait vivre un pays, ce sont des industries de transformation. C'est l'agriculture, les industries de transformation. Là, l'Espagne est très forte dans certains domaines, certes, mais au lieu de développer l'industrie, l'activité productive, ils ont manifestement surdéveloppé le domaine immobilier, qui a créé une bulle immobilière et qui a fait en 2008 une aggravation de la crise financière mondiale, et dans laquelle l'Espagne commence à peine seulement à remonter avec des taux de chômage extrêmement importants. Le problème encore qui se pose en Espagne, c'est que comme elle n'a pas une tradition industrielle importante, vous avez le problème de la formation de la main-d'œuvre technique. Là aussi, il y a des retards. Alors vous avez d'excellents techniciens, d'excellents travailleurs espagnols, des gens de très très haut niveau, mais seulement en masse,
en masse, ce n'est pas suffisant pour permettre à la société, à l'industrie espagnole de jouer un rôle important dans l'économie espagnole et pour pouvoir résister à l'économie mondiale. Déjà qu'en France, où on avait des atouts beaucoup plus importants, on a tout détruit. Alors, un pays comme l'Espagne, on peut comprendre les difficultés supplémentaires. D'où un taux de chômage extrêmement important. Aujourd'hui, je crois, encore 18% de chômage. Il était monté à 26-27%. Ah oui. Voilà. Et en plus, le phénomène aggravant, c'est la monnaie euro. L'euro est une monnaie qui est calquée, en gros, sur le Deutsche Mark, qui favorise l'économie allemande et qui défavorise les économies, disons, pour lesquelles la monnaie est surévaluée. Alors vous allez me dire, mais l'euro, puisque c'est une monnaie unique, pourquoi est-elle surévaluée pour l'Espagne et autres? Eh bien, tout simplement, vous avez lorsque vous créez une union monétaire, vous créez normalement une zone économique à vocation d'unification. Vous avez unifier tout le territoire économiquement et en termes de richesse. Ce qui nécessite des dépenses de transfert des provinces riches vers les provinces pauvres. Or, l'Allemagne refuse de jouer le jeu. Je comprends très bien, mais elle refuse de jouer le jeu. Le rééquilibrage d'une province à une autre, puisque je parle de province en termes de zone euro, puisque je raisonne de cette manière-là. De pays à un autre. Voilà, d'un pays à un autre, des pays plus riches aux pays moins riches. Eh bien, à partir de ce moment-là, des pays en difficulté, enfin disons, moins armés comme l'Espagne, comme le Portugal, connaissent des difficultés importantes. En gros, l'argent va toujours vers les pays les plus riches et les plus développés, et se retire des pays les moins développés. Donc ça a aggravé, et ça aggrave la situation de l'Espagne. La France aussi est dans le même cas d'ailleurs. Hein. La France moindrement, mais on a souffert depuis les années 90 de la volonté de création de l'euro et puis de l'euro. Et ça, c'est extrêmement important. Ça crée des difficultés importantes en Espagne. Et d'ailleurs, on voit très bien les taux. On dit qu'on a une monnaie unique, mais les taux de prêt, les taux directeurs des banques sont totalement différents entre Francfort et Madrid ou Lisbonne. Ils sont beaucoup plus élevés dans ces pays-là. On va vous prêter donc de l'argent à un taux beaucoup plus élevé dans les pays d'Europe du Sud que dans les pays d'Europe du Nord. Donc ce qui veut bien dire que même si vous avez une monnaie unique, c'est simplement de façade. Parce que les financiers, les agents financiers économiques savent très bien ce qui se passe d'un pays à l'autre. Oui, ils connaissent la différence. Alors peut-être soyons pas dupes. Je pense qu'on a fait un peu tout le tour et il y avait une actualité récente quand même qui faisait que l'Espagne s'était quand même retrouvée sans aucun gouvernement à un moment donné, avant que Podemos reprenne la main. Voilà. Alors effectivement, l'Espagne, là c'est les joies des systèmes démocratiques où il y a une vacance du trône. Si vous voulez laisser une certaine dose de proportionnalité et que vous avez un émiettement des partis politiques et que les gens ne veulent pas s'entendre entre eux parce qu'effectivement ils n'ont peut-être pas les mêmes points de vue, ben vous avez des périodes où vous n'avez pas de gouvernement. Bon, vous avez le cas en Belgique, et là vous avez le cas en Espagne pendant 7-8 mois, je crois. C'est extrêmement long, jusqu'au moment où effectivement Ciudadanos, Podemos ont réussi à laisser le parti arriver en tête, c'est-à-dire le PPE de centre droit là, de Rajoy, de rester au pouvoir et de pouvoir gouverner à peu près de la même manière que la corde soutient pendu, quoi. Oui. Alors d'un autre côté, ça t'est quand même. Il faut remarquer une chose, c'est que vous n'aviez pas de gouvernement, mais l'Espagne ne s'est pas effondrée pour autant. Et je pense que c'était très bénéfique pour les Espagnols, parce que pendant ce temps-là, eh bien, les politiciens ne prenaient aucune décision, ne gouvernant pas, c'était autant de décisions prises contre le peuple espagnol qui ne l'étaient pas. Hein. Parce que si vous avez nos gouvernements sont tellement antinationaux que s'il n'y en a pas et qu'ils ne gouvernent pas, eh bien c'est autant de bénéfices pris pour le peuple. Regardez, dès qu'un gouvernement arrive, il va ajouter des taxes, il va mettre des lois liberticides en place. S'il ne gouverne pas, on a un répit.
Oui, dans le cadre d'un gouvernement pourri, autant ne pas en avoir. Voilà, oui. Très bien, on va passer à la conclusion du coup. Quelles sont les perspectives d'avenir qui se tracent pour l'Espagne ? Les perspectives d'avenir pour l'Espagne, il est très difficile de le dire. Est-ce que à mon avis, on peut s'acheminer vers un maintien de l'État espagnol avec une indépendance, une autonomie accrue des régions. Alors, effectivement, à terme, ça peut préparer un démembrement, parce que vous avez donc le Pays Basque, vous avez la Catalogne, vous avez la Galice, vous avez le pays de Valence, vous avez l'Andalousie qui pointe le nez. Pour se rattacher au Maghreb, elle va faire. L'Andalousie, pourquoi pas. Au propos où ils en sont, ils en sont encore capables. Ils en sont encore capables. Et donc, et à terme, comme la situation dans toute l'Europe va de plus en plus mal, que l'invasion continue, que les problèmes pluriculturels et pluriethniques s'aggravent, que les situations économiques mondiales n'est absolument pas saine. Je rappelle quand même que l'endettement devient de plus en plus colossal et on sait très bien que les dettes ne pourront pas être remboursées, que l'avenir de l'Espagne sera lié à l'ensemble de l'Europe, c'est-à-dire à l'effondrement d'une manière ou d'une autre de l'ordre que nous connaissons actuellement. Les choses ne peuvent pas durer comme ça. Moi je crois à la Providence. On n'a jamais vu un monde déstabilisé, reposant sur des bases instables, de fausses bases qui durent indéfiniment. Voilà. Donc effectivement, c'est les nationalistes dans chaque pays qui doivent se préparer, se former pour agir chacun dans leur pays, mais évidemment en liaison et en fraternité avec les autres États, car effectivement nous ne pouvons pas nous en sortir tout seuls, mais seulement personne ne viendra nous sauver. C'est par nous-mêmes que les choses se passeront. Les nationalistes français sauveront la France, les nationalistes espagnols sauveront l'Espagne, et ainsi de suite. Et vous disiez d'ailleurs par rapport à cela, dans toujours ce même article de la revue Militant, un peuple n'abandonne pas ses traditions, son histoire, sa spiritualité sans mettre en danger son existence. Ça conclut bien notre commentaire. Notre entretien du jour. On termine par les présentations. Et donc sur cette belle conclusion, nous donnons rendez-vous à nos auditeurs le mois prochain pour un nouveau sujet, donc mêlant philosophie, politique, histoire, religion et actualité. Pensez à vous abonner à la chaîne YouTube, pensez à partager la vidéo et donc à vous abonner aussi à la page Twitter et Facebook, ainsi qu'à la revue mensuelle dont M. Gandillon va nous donner les détails. Alors je ne saurais trop recommander à ceux qui ont pris intérêt à cette vidéo et ainsi qu'à toutes celles qui l'ont précédée de s'abonner à la revue Militant, parce que regarder les vidéos est une chose importante, mais s'abonner à un journal qui est un journal papier est extrêmement important, surtout à notre époque où les choses sont très fugitives. Le papier reste, l'écrit reste. Les paroles s'envolent, les écrits restent. Et c'est pour cette raison que je vous encourage à vous abonner à la revue Militant. Boîte postale 154, 75 463, Paris, CEDEX 10. L'abonnement d'essai, 25 €. L'abonnement normal, 59 €. Un abonnement renforcé, 82 €. Et l'abonnement de soutien à partir de 160 €. Je vous remercie. Et nous avons aussi également le site internet revue-militant. Et nous avons aussi le site revue-militant. Merci Monsieur Gandillon. Merci Florian. Merci Monsieur Gandillon. Merci Blandine. Et à une prochaine fois.